Voilà, encore une petite interview. On est super content aujourd'hui d'accueillir Yanis Guémourier. Comment tu vas, Yanis? Bah ça va, merci Jonathan, ça va super. Et toi, comment vas-tu? Ça va super bien. D'ailleurs, comme d'habitude, avant de commencer, je voulais te dire merci beaucoup parce que j'imagine que là maintenant, tu dois être vraiment très très occupé. Tu es un combattant qui va faire ses débuts à l'UFC et donc toute première question, comment est-ce que tu te sens d'avoir cette opportunité? Bah écoute, on prend ça avec le sourire et avec motivation parce que c'est le but de, j'ai envie de te dire, de tout combattant de MMA. Donc on est plutôt dans un bon mood là et on s'entraîne dur pour atteindre cet objectif du 2 septembre qui est la victoire. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, le 2 septembre, on va parler un petit peu plus tard de ton adversaire. Je crois que ce qu'on pourrait commencer à faire, c'est de savoir qui tu es, parce que bon, comme tu fais ton entrée à l'UFC, il y a pas mal de gens qui suivent pas tellement les autres organisations alors que tu as eu des très bons résultats. Pourrais-tu te présenter? Bah moi c'est Yanis Guémouri, donc comme tu l'as dit au début, j'ai 28 ans, combattant professionnel de MMA. Je m'entraîne à Mhm. Lyon, au Climax Fight Academy. Je vis à Lyon depuis toujours, depuis que je suis né. Je suis franco-algérien et voilà, j'ai un palmarès de 12 victoires pour une défaite en MMA. Mhm. Et là, je sors de l'organisation Brave. Je me suis retiré invaincu de l'organisation avec 3 combats, 3 victoires. Et là, j'ai Mhm. signé il y a 2 semaines de cela un contrat à l'UFC. Top. Mais là, du coup, j'ai regardé un petit peu, je me suis permis de regarder tes combats avant. Ce qui m'a surpris, c'est que tu as un passif de Muay Thai. Et pourtant, je pense que tu as plus de soumissions que de KO, ce qui est assez étonnant. Donc, ce qui montre que tu deviens vraiment un combattant, enfin, tu es vraiment un combattant assez complet, vu que j'ai vu, franchement, j'étais assez impressionné par ton niveau de grappling, parce que je m'attendais vraiment à avoir un profil type de striker. Et au final, non, il y a des choses qui étaient vraiment très très bien. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que tu as fait cette transformation? Alors en fait, c'est comme on dit, on apprend beaucoup dans la défaite et c'est vrai parce que quand j'ai perdu mon premier combat en 2015, c'était par soumission et je faisais pas énormément de sol à ce moment-là. Et du coup, depuis cette défaite, bah, je me suis mis à fond dans le travail de grappling. Mhm. Et derrière, j'ai pu performer par des soumissions. Après, j'ai beaucoup de soumissions qui sont en pancrace parce qu'il n'y a pas le droit de frappe au sol. Donc, s'il y aurait les frappes au sol, peut-être qu'on ne sait pas, mais ça aurait été des TKO. Mais vu qu'il n'y avait pas de frappe au sol à ce moment-là, voilà, j'avais le droit aux soumissions. Et après, on fait du MMA, donc on a toujours une prédominance, mais il faut savoir tout faire, il faut savoir grappler, il faut savoir lutter, il faut savoir boxer, il faut être Mhm. complète partout. J'étais, comme je te disais, agréablement surpris, surtout la manière dont tu finis au brève. Je trouve ça vraiment tellement cool. Je crois que ça a dû avoir un impact parce que tu finis par un genou qui est timé parfaitement, genre la personne est contre la cage et au moment où il se lève un tout petit peu, tu mets un genou qui lui laisse pas de chance. Et donc du coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu te sens parce que j'imagine que tu dois te sentir assez confiant, mais on le sait, le niveau de l'UFC, surtout de ton prochain adversaire, c'est pas n'importe quoi. Donc, est-ce que tu as des appréhensions? Comment est-ce que tu te sens de manière générale? Non, pas d'appréhension, parce que je me dis que si j'en suis à là, c'est que bah moi aussi j'ai ma place donc à l'UFC et que j'ai ma place face à cet adversaire qui m'ont mis le 2 septembre. Donc non, pas d'appréhension, au contraire, j'ai hâte d'y être parce que c'est à la maison, c'est à Paris. Donc j'ai Mhm. hâte de combattre devant le public français. Ouais, j'imagine. On a eu une conversation donc avec, enfin, j'étais pas présent, mais quand je dis nous, c'est en tant que média. Donc, il y a eu une conversation entre Chris et Brian qui disait que c'était potentiellement le combat de la soirée parce que vous avez vraiment des profils qui sont assez électriques, on va dire. Donc, la personne que tu vas combattre s'appelle Koalan, je sais jamais comment est-ce qu'on prononce son prénom. Excusez-moi si j'écorche de temps en temps, ça arrive. C'est un combattant du Cage Warrior qui était champion. Il avait 8-2 en amateur, 8-0 en pro. Donc, si je me rappelle bien, 7 finishes sur ses 8 combats pro. Un profil striker. Donc, si je me rappelle bien, il vient du kickboxing. Donc, du coup, je voulais savoir comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu mets en place en ce moment, comme, bon, bien sûr, tu ne dois pas révéler ta stratégie, mais comment est-ce que tu te prépares pour un combat comme ça, dans ce que tu peux nous dire? Bah franchement, je me prépare pour être honnête, comme tous mes combats, je me prépare à être prêt de partout. Parce qu'on a beau avoir un profil, comme tu dis, de striker pour cet adversaire, mais on n'est pas à l'abri qu'ils mettent un game plan où il va vouloir venir chercher la lutte,
où il va vouloir boxer. Donc, je me prépare à tout comme à tous mes combats. Après, voilà, comme tu as dit, ça reste un striker. Tous Mhm. ses combats, il utilise beaucoup son striking. Donc, il y a quand même énormément de chances pour qu'il fasse la même chose avec moi. Et après, Ouais. comme tu l'as dit, je suis un striker. Donc, je pense que ce combat, il peut être sympathique à regarder pour le public. C'est ce que je pense d'ailleurs. J'encourage tout le monde à aller le voir. Bon, je sais qu'il y aura énormément de gens qui vont être soit connectés, soit présents lors de l'événement, parce que c'est la deuxième fois seulement que ça arrive dans ton pays. Et donc, du coup, je me demandais si tu n'appréhendes pas trop le fait d'être devant un public, d'avoir autant de gens maintenant qui vont te supporter, parce que ça va vraiment être, on le sait, la dernière fois c'était quelque chose d'énorme. Donc, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui te motive ou qui fait un peu peur? On voit que c'est selon. Non, la vérité, ça me motive parce que les peu de fois où j'ai combattu à Lyon, ici dans ma ville, franchement, quand le public il t'encourage, il est avec toi, ça te galvanise. Mais au Mhm. contraire, c'est une pression positive, le fait de combattre devant mon public. Mm. Et du coup, je me posais une question aussi. Normalement, tu avais un combat qui était prévu un petit peu plus tard. Je crois que c'était le 7 septembre, si je me trompe pas, au Brive. Et donc, du coup, on a changé. Donc maintenant, c'était le 2 septembre et on te change tout. C'est-à-dire, on te change ton adversaire, on te change la date, on te change. Bon, tant mieux d'organisation, j'imagine que tu Ah, dois être très content. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est pas trop compliqué pour toi au niveau de la prépa de faire ces adaptations, vu que c'est un autre profil? franchement, pour être honnête, non, parce que on passe du 7 septembre au 2. Donc, franchement, il y a que 5 jours de préparation, on va dire, en moins. Mais c'est pas en 5 jours hormis pour le poids peut-être, mais c'est pas en 5 jours qu'au niveau de la préparation physique, technico-tactique, où on va vraiment avoir des gains de fou. Donc après, en termes d'adversaire, c'est un striker aussi que je devais combattre au Brave, plus grand en termes de caractéristiques physiques. Mais sinon, le profil, c'est un striker aussi. Donc franchement, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux combats. La catégorie devait être aussi en bantamweight pour le 7 septembre. Donc franchement, j'ai pas de gros changements à ce niveau-là. Ah, cool. On sait, tu es un de tes partenaires d'entraînement est connu, c'est Fares Diam. Est-ce que tu t'entraînes avec lui? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il sera dans ton corner? Parce que tu étais présent pour lui à Londres, donc du coup, on se Londres. demande si, s'il sera là pour toi. Bien sûr, comme d'habitude, il sera là. Il y aura aussi Fatah dans mon coin avec Big Jam, mon nutritionniste et préparateur physique. Et ouais, Fares, il sera là. Après là, il est blessé, donc il s'entraîne pas, mais il suit mes entraînements. Il vient, il me prépare la stratégie. On met des choses en place pour ce combat. Donc comme d'habitude, on est soudés. Et vous avez pris un combattant qui a le même type de mouvement, de corps, enfin, que pour pouvoir se préparer, ou vous êtes plus focalisé sur votre propre stratégie? Alors, on est focus sur notre propre stratégie. Après, c'est dur de trouver des profils un peu comme mon adversaire parce qu'il est vraiment petit et il a un style assez hermétique. Mhm. Et là où je m'entraîne personnellement, il n'y a pas vraiment de personnes de sa corpulence et de sa taille. Mais Mhm. après, voilà, mes sparring, ils essaient quand même de s'adapter, de mimer un peu ses gestes lors des sparring. Donc Oui. voilà, sur ça, on fait au mieux. Après, comme tu as dit, le but, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit lui de s'adapter à moi plutôt que moi de s'adapter à lui. Ok. Et du coup, est-ce que quand tu fais une préparation, enfin, pour un combat si important, je crois que ça va être le combat le plus important de ta vie, tu rentrais directement dans le bain et de quelle manière? Enfin, c'est un ancien champion. Donc, du coup, euh, est-ce que tu te mets à côté de ton coach pour pouvoir faire des analyses? Est-ce que c'est lui qui te dit exactement ce que tu dois faire et tu suis? Comment ça se passe, ta préparation? Bah alors sur ça, ouais, quand j'en parle avec mes coachs, on voit les points forts et faibles de mon adversaire, on connaît mes points forts et mes points faibles. Donc après on en discute entre nous, on n'est pas fermé, justement au contraire, on est bien ouvert de ce côté-là. C'est-à-dire que s'ils me proposent de faire telle ou telle stratégie et qu'elle me convient pas, bah je leur dis. Ou s'ils me proposent au contraire une stratégie qui va mieux que ce que moi j'avais envie de faire, bah on va en discuter, je vais valider leur dire. Donc non, non, sur ça on est assez complémentaires. Donc on propose nos idées et on voit vraiment ce qui est possible et faisable le jour J et ce qui ne le sera pas et ça on le jette à la poubelle. Ouais, je vois. Mais donc, tu es le genre de personne qui analyse tes propres combats après coup, de vraiment regarder, tiens, ça a bien fonctionné, soit moins. Parce que là, tu disais que tu avais beaucoup appris de ta défaite lorsque tu t'es fait soumettre, si je comprends bien.
Donc du coup, est-ce que même quand ça fonctionne, est-ce que tu réanalyses pour voir les ajustements qu'il faudrait faire ou pas du tout? Bah, c'est ça. Moi, comme je dis toujours, en fait, dans la victoire, moi, j'apprends plus que dans la défaite. Parce que je suis perfectionniste, ça veut dire que je vais pas me suffire de ma dernière victoire ou de mon avant-dernière victoire, etc. Chaque combat, je veux faire mieux. Et quand j'analyse mes combats, je me dis, ah bah là, j'ai fait ça, bon, ça a marché. Mais si j'aurais fait ça, peut-être que voilà, ça aurait pu être plus facile pour moi, j'aurais pu être encore plus dominant lors de cette phase, que ce soit de lutte, de sol ou de boxe. Donc non, non, je suis Mhm. assez pointilleux sur les petits détails qui font que chaque combat, faut qu'il soit encore plus facile pour moi. Et au niveau du weight cut, je crois que si je comprends bien, tu es quelqu'un qui cut quand même pas mal. Comment ça se passe pour le moment? Est-ce que, enfin, j'imagine que là maintenant, tu dois être en train de préparer tout ça. Je sais pas exactement comment est-ce que tu fais tes weight cuts d'habitude, mais c'est pas trop compliqué. Non, ça va. Après, sur ça, j'ai Big Jam qui me suit. Donc là, on a été prévenu un mois et demi avant. C'est vrai que j'étais un peu lourd quand j'étais à Londres, mais on a tout de suite corrigé le tir. Et non, après voilà, c'est le job, c'est la partie la plus chiante de ce sport pour tout le Ouais, monde. clairement. Donc voilà, c'est pas une partie de plaisir, mais on est obligé de passer par là malheureusement. Ouais. Et je t'avais pas posé cette question au départ, mais je me demandais quand tu as fait cette transition donc du Muay Thai vers le MMA, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Est-ce que parce que c'est pas tout le monde au final, tu aurais pu rester dans le Muay Thai. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans un autre sport en fait, un sport qui est complètement différent? Alors en fait, j'ai commencé par Muay Thai parce que je me suis inscrit à la Team Esbiri, qui est un club de pied-point à Lyon. Et j'ai vu qu'ils Hum, proposaient des cours de MMA une fois par semaine à ce moment-là, alors que le MMA n'était pas autorisé. Et moi, après, de base, j'aimais vraiment l'UFC. Je regardais l'UFC sur RTL 9 et tout. Donc après, je me suis mis au Muay parce que c'était un club de pied-point, donc je faisais beaucoup de Muay Thai. Mais après, quand le MMA s'est développé, j'ai commencé à rajouter mes entraînements de lutte dans les clubs de lutte, les entraînements de grappling à droite, à gauche, etc. hum. Et là, j'ai vraiment décidé, parce que moi, dans mon but, vraiment, mon objectif premier, c'était de base, c'était de faire du MMA. Après, voilà, dès que j'ai pu faire la transition complète dans le MMA, je l'ai faite et voilà. Du coup, nous, on a eu le plaisir aussi de discuter avec Benoît. On a fait l'interview hier. D'ailleurs, elle a été postée. Et merci à tous. Les retours sont incroyables. On est vraiment super contents. Et donc, du coup, il parlait un petit peu des clés pour pouvoir réussir de manière générale. Lui, il parlait par exemple de sa passion, d'intelligence, etc. Pour toi, c'est quoi les clés pour pouvoir réussir et c'est quoi l'état d'esprit qu'il faut avoir pour percer? Déjà, faut être conquérant, ça veut dire qu'on fait un sport de combat, tout en étant dans le respect, mais il faut être méchant quand il le faut dans la cage. Après, voilà, Hmm. comme il l'a dit, c'est ça la passion, parce que si déjà on est passionné par ce qu'on fait, bah, on a beaucoup de chances de réussir et notre faculté d'apprentissage va être décuplée. C'est comme, je donne un exemple, c'est comme si quelqu'un il travaille à l'usine, ça lui plaît pas. Bah, chaque fois qu'il se lève le matin, il y va à reculons et à un moment donné, tôt ou tard, soit il sera pas productif dans son travail, soit il va quitter son travail. Donc, le fait d'être passionné, ça aide beaucoup. Et après, voilà, faut être intelligent parce que, comme je disais dans une récente interview, il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent dur, mais ils confondent s'entraîner dur au point de se fatiguer le corps et l'esprit, et à s'entraîner dur, mais intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner dur, comme tout le monde, et il faut être intelligent. C'est-à-dire que faut modérer des fois les entraînements, des fois faut y aller plus fort, des fois faut y aller moins fort. Faut pas se dire, ouais, faut que je m'entraîne 2 fois par jour, super dur, 2 heures le matin, 2 heures le soir. C'est pas comme ça que ça marche. Et idéalement, t'aimerais être un combattant actif, très actif. À quel point combien de fois par an t'aimerais combattre? Bah franchement, si possible, bien sûr, en fonction des pertes de poids, des petits bobos qu'on a en général après les combats et tout, j'aimerais faire 3 à 4 combats par an. Donc, Ok, ce qui reste un combat tous les 3 mois, à peu près 3 4 mois. Donc, ok. ce qui reste correct pour combattre, pour soigner un peu ses bobos, pour bien manger et pour Ouais. repartir sur une prépa, perte de poids, etc. Bah, j'ai l'impression que vous donnez pas mal de travail à la Bulgarian Top Team parce que du coup, BSD avait dit pareil. Il avait dit qu'il voulait combattre autant, donc voilà, il va Ouais. falloir y aller. Et sur les clés de la réussite, on sait qu'il y a la prépa physique. Comment est-ce que tu approches cet aspect-là? Parce que c'est Moi, pas évident de combiner un petit peu tous ces aspects. Celui-là, particulièrement, comment est-ce que tu t'y prends?
En fait, c'est ça le hic dans ce sport, entre guillemets, c'est qu'on pratique énormément de disciplines. C'est-à-dire qu'on doit faire de la piste d'athlétisme, on doit faire de la préparation physique en salle, on doit faire du grappling, on doit faire de la lutte, on doit faire de la boxe, on doit faire vraiment énormément de disciplines. Donc c'est le sport, c'est pour ça que c'est le sport le plus complet. Donc c'est sûr que faut réussir à caler tout ça dans la semaine. Et moi, je sais que j'accorde une très grande importance à la préparation physique en salle et à la piste d'athlétisme, parce que c'est des Mhm. aspects que je me suis dit que hors combat, je travaillerai encore plus là-dessus parce que lorsqu'on rentre dans une préparation, bah, je peux moins m'y consacrer car je dois préparer le technico-tactique, je dois m'entraîner comme je te disais en boxe pied-point, en lutte et en sol. Donc pour moi, c'est une des parties les plus importantes et qui fait la différence au jour d'aujourd'hui dans ce sport. Ouais. Et on voit que tu as mis l'accent dessus parce que, si je me rappelle bien, je pense que tu étais parti à l'étranger aussi. Tu étais parti chez, c'était plus Stanford MMA, c'était chez Kill Cliff, Et c'est ça? maintenant, ça Ils ont s'appelle. changé. Ouais. Voilà, ils changent de nom assez régulièrement, mais du coup, je trouvais ça assez intéressant de voir. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est là où s'entraînent, par exemple, Gilbert Burns, etc. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as appris beaucoup de choses en t'entraînant à l'étranger et qu'est-ce que tu as appris de manière générale? Bah, ouais, exactement ce que je te disais tout à l'heure. Euh, Ce qui m'a vraiment appris, ouais, c'est vraiment sur l'aspect personnel, c'est ce que je te disais, c'est que en France, on s'entraîne des fois trop, mais on n'est pas productif. C'est-à-dire qu'en France, on est trop dans le quantitatif, et là-bas, ils sont plus dans le qualitatif. Ça veut dire qu'on s'entraîne le matin, par exemple, c'était échauffement compris, l'entraînement, il dure 1 heure, grand max 1 heure et quart. Échauffement compris, technique compris et sparring compris. Et c'était largement suffisant. Les mecs, ils reviennent le soir, ils s'entraînent pareil, une petite heure. Et comme on peut le voir, le jour du combat, ils sont prêts. Il y a Michael Chandler qui s'entraîne là-bas, comme tu as dit, avec Gilbert Burns. De temps en temps, avec Kamaru Mhm. Usman. Et comme on peut voir, bah, les mecs, ils performent. Les Ouais. mecs, ils performent. Ouais. Donc moi, en France, je me suis rendu compte qu'on s'entraînait, en tout cas pour ma part, parce que j'ai pas fait tous les clubs de France. Pour ma part, je m'entraînais trop et j'étais pas productif dans ce que je faisais. Super intéressant. Et donc ce changement, tu l'as appliqué maintenant que tu es arrivé en France ou pas du tout? Ouais, exactement. Bah, j'étais allé fin 2021 là-bas, quasiment début 2022. Et depuis ce moment-là, franchement, j'ai pris conscience que ma manière de m'entraîner, fallait que je la change. Et donc, je l'ai changé. Et comme on peut le voir sur mes récents résultats, bah, ça s'avère Ça a été concret. positif. Et est-ce que tu as vu des changements au niveau de ton corps? Ce que je veux dire par là, c'est des blessures. Tu vois, parce que peut-être que si tu favorises plus le qualitatif et moins le quantitatif, c'est possible que ton corps réagisse d'une autre manière. Est-ce qu'il y a eu des changements à ce niveau-là? Bah ouais, je récupère plus vite entre l'entraînement du matin et l'entraînement du soir parce qu'il est moins long. Mhm. Et du coup, c'est sûr qu'au niveau de mon corps, bah, je me sens mieux, j'ai moins de blessures. Et l'entraînement, par exemple, je vais m'entraîner le lundi matin, bah, ça va être dur. Après, le soir, ils font en général des entraînements plus souples. Donc maintenant, c'est ce que je fais. Mhm. Et ben le mardi matin, j'ai bien récupéré pour pouvoir remettre les gaz à fond et ainsi de suite. Alors qu'avant, par exemple, j'allais m'entraîner dur le lundi matin, dur le lundi soir, j'arrivais le mardi matin, j'étais cramé. Alors Ouais, je vois. que ils sont plus intelligents dans leur manière de s'entraîner. Et ça t'a déjà affecté dans certains combats? Par exemple, quand tu faisais du volume et te dire que tu étais déjà cramé lorsque tu arrivais dans le combat ou pas du tout? Bah pour l'instant non, ça m'a pas impacté. Donc Mhm. avant que ça arrive, valait mieux que je corrige ça dès maintenant. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, j'ai une question que j'aime bien poser un petit peu à tout le monde. C'est de se dire si tu pouvais parler à toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ce serait quoi le conseil que tu donnerais au plus petit Yanis? Bah franchement, comme je te disais, c'est de m'entraîner plus intelligemment. Avant, c'était vraiment n'importe quoi. Après, le MMA, il n'était pas légalisé en France. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, vraiment, c'était, par exemple, le travail de lutte contre la cage, on ne le faisait pas, on savait pas ce que c'était. On voyait pendant les combats des fois qu'ils luttaient contre la cage, mais en France, il y avait pas, enfin en France, en tout cas là où je m'entraînais, il y avait pas de travail spécifique cage contrôle. On va travailler tel en au sol, telle défense, telle sortie, Hmm. etc. Et donc, la chance qu'ils ont au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je répète aux amateurs, c'est qu'ils apprennent vraiment le MMA. Comme moi, j'ai pas eu l'occasion de l'apprendre. Moi, ce vrai MMA, ça fait à peine 4 ans, peut-être que vraiment on commence à l'appliquer à l'entraînement. Ouais, je vois. Et donc, du coup,
je sais que tu vas être concentré sur ton combat de Paris là maintenant, mais est-ce que tu as déjà une idée de qui est-ce que tu aimerais affronter si jamais ça se passe bien? La vérité, non, parce que dans ma catégorie, je connais vraiment le top 15, mais je suis loin du top 15, donc je peux pas, en gros, dire je veux telle ou telle personne. Et je connais pas trop les Ouais, combattants qu'il y a avant. Donc ouais, moi, après, j'affronte n'importe qui, n'importe quand. Donc c'est un bel esprit. j'ai vraiment pas de nom. Ouais, de toute façon, on a l'UFC, donc on n'a pas le choix. Ça y est, maintenant, faut taper tout le monde jusqu'à la couronne et il faut se donner les moyens. C'est ça. Bah écoute, moi je trouve que, enfin ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que les bantam, donc les poids coqs, c'est pour moi la catégorie la plus relevée sur tous les aspects. Je trouve Ouais, qu'il y ok. a, il y a, il y a tellement de qualité, genre tu vas même plus loin que dans le top 25, il y a des monstres. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment, je veux te souhaiter tout le meilleur. J'espère vraiment que ça va bien se passer pour toi et Merci. on te regardera tous. Si tu veux, je sais pas si tu veux passer un message ou quoi que ce soit, mais c'est le moment si tu veux le faire. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, déjà, merci à toi, Jonathan, pour l'invitation. Et Mm. merci aux médias en général de donner de la visibilité pour les combattants. Ça fait plaisir. Donc, remercier ma famille, mes amis, mon management, mon staff. Je fais les grandes lignes, hein, mes sponsors. Ouais. Donc, merci à tout le monde pour cette aventure et rendez-vous le 2 septembre. Ah bah génial. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. À Merci bientôt. à toi. Merci.